comme un jeune retraité qui essaie de passer son temps à faire ce qu'il n'a jamais pu faire pendant toute sa carrière. Ça veut dire lire, prendre le temps et le recul pour mieux comprendre ce qui se passe autour de lui et réfléchir sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il aurait pu mieux faire et bien sûr continuer à servir le pays, mais pas d'une position officielle, mais aussi à travers la société civile. D'abord, très brièvement, le mandat de président Beji Caid Essebsi était une occasion pour que la Tunisie reprenne sa place au niveau régional et international. Et la Tunisie était l'objet d'une attention très poussée et très accentuée de la part de nos partenaires. Vous l'avez certainement constaté par le nombre des visiteurs, des hauts dignitaires qui visitaient la Tunisie, les ministres, les chefs d'État et les autres, ainsi que par les déplacements du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères. Moi, j'ai visité pratiquement une cinquantaine de pays et j'ai reçu presque une soixantaine de ministres des Affaires étrangères. Tout ça a débouché sur des résultats, à mon avis, et l'histoire le démontrera, probants, des résultats parce que la Tunisie, on a laissé la Tunisie présidente du sommet arabe, puisque la Tunisie a abrité le dernier sommet, et donc notre président aujourd'hui, il est le président du sommet arabe. La Tunisie, par chance, et après un effort colossal, est devenue membre non permanent du Conseil de sécurité. Ça n'arrive qu'une fois tous les 20 ans. La Tunisie va abriter, comme vous l'avez bien dit, le premier grand sommet de son histoire, le sommet de la francophonie, avec la participation de 88 délégations. Donc nous allons recevoir le plus grand nombre de chefs d'État depuis l'indépendance du pays. Et la Tunisie recevra aussi en 2022 le sommet du TICAD. C'est un sommet qui rassemble aussi bien les chefs d'État africains et le Japon. C'est la première fois aussi que la Tunisie. Donc vous voyez comment, dans quel état on a laissé la Tunisie. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que ce qui se passe, c'est, depuis pratiquement une année et demie, depuis les élections, c'est que la nouvelle administration tunisienne ne fait que suivre et appliquer ce qui a été décidé avant son arrivée. Ça veut dire au moins ces 4 ou 5 échéances importantes. Maintenant, le sommet de la francophonie, c'est un sommet qui va avoir lieu en novembre prochain. Il aurait dû s'organiser, on aurait dû le faire début 2020, mais malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, on a demandé son report, surtout à cause de la pandémie. Donc, on a choisi de l'organiser à Djerba. Je ne sais pas pourquoi, mais certainement ceux qui ont décidé, prise cette décision, ont leur propre raison à le faire. L'essentiel, c'est qu'il faut se préparer, parce que c'est pour cette importante échéance, c'est le 50e anniversaire de la francophonie. La Tunisie était un pays pionnier. Le président Bourguiba était l'un des 4 fondateurs de la francophonie. Donc pour nous, c'est une chance. Il y a beaucoup de confusion sur la francophonie. La francophonie, ce n'est pas la France. Il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'amalgames qui se font autour de ce concept. La francophonie, c'est un mouvement qui était essentiellement un mouvement culturel, mais il est devenu aujourd'hui un mouvement économique. C'est pourquoi on a choisi le thème du numérique comme un thème de ce sommet. Et il faut maintenant non seulement préparer tout ce qui est logistique au niveau de l'organisation, mais également préparer les thèmes qui vont être débattus par ce sommet et surtout les activités connexes qui vont être organisées en marge du sommet. Moi, je l'ai vécu pour le sommet arabe. Ce n'était pas aussi simple. C'est une question d'une vingtaine de chefs d'État. Là, on va avoir 88 chefs de délégation. Donc, il y a un problème logistique, un problème de sécurité. Il faut sécuriser les lieux
et les personnes qui vont participer à ce sommet, mais aussi il faut que la Tunisie gagne de l'organisation de ce sommet. Il faut que ce sommet débouche sur des conclusions qui pourraient se refléter sur, bien sûr, sur les possibilités de coopération et de partenariat que la Tunisie, les hommes d'affaires tunisiens vont nouer avec leurs partenaires francophones, mais aussi, nous, on a vu ce sommet comme une dimension de notre politique africaine, parce que la plupart des pays membres de la francophonie sont des pays africains. Donc voilà une autre dimension qu'il fallait exploiter. Et donc, à mon avis, pour réussir le sommet, il faut un comité de réflexion et un comité d'organisation. Moi, j'ai signé les textes qui ont été publiés au journal officiel pour créer ces deux comités. Maintenant, je ne sais pas comment les choses se passent, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bruit dans les médias sur l'organisation de ce sommet. En 2011, quand PG Khaled Sebsi alors était Premier ministre au sommet de Deauville, il m'a raconté cette histoire lui-même en personne, c'est que lui, il était là-bas pour défendre la cause de la nouvelle révolution tunisienne et demander l'appui de la communauté internationale, du G7, du G8 à l'époque, à la Tunisie. Et Trump, à la fin de la réunion, il est venu le voir et il lui a demandé, il lui a dit, écoutez, comment ça se fait, vous êtes aussi jeune et dynamique, est-ce qu'il y a un secret pour ça? Et le président Béji Khaled Sebsi lui a dit, effectivement, il y a un secret, mais il vaut mieux que je vienne à Washington pour vous le raconter. Et effectivement, il est allé en octobre. J'ai eu la chance de l'accompagner en octobre 2011 à Washington en tant que Premier ministre. À l'époque, j'étais secrétaire d'État. À la fin de l'entretien et en sortant, le président Obama lui a dit, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, comment ça se fait que vous êtes aussi vivace et vous êtes très vif au niveau de l'esprit et de la réflexion? Il lui a dit, mais j'ai oublié de vous dire que j'aurai la chance de vous répondre à Tunis. Et il voulait l'inviter en Tunisie. Et donc, je vous raconte cette anecdote pour vous dire qu'il y a eu une relation très spéciale entre le président et le Premier ministre à l'époque, et puis qui s'est renforcée avec l'élection du président Béji Khaled Sebsi en 2015 à la présidence de la République et la visite qu'il a effectuée en 2015 à Washington, la visite officielle, là où il a rencontré Obama et le vice-président Joe Biden. Et j'ai eu la chance d'assister à l'entretien avec le chef de l'État, les deux chefs d'État, Obama et Khaled Sebsi, ainsi que le petit déjeuner qui a été organisé par le vice-président à l'époque, Biden, au président tunisien. Et c'était vers 8 heures du matin. Et le vice-président qui s'excusait, il lui a dit que, vous savez, moi, c'est le président lui-même qui voulait vous organiser ce petit-déj. Mais malheureusement, il est occupé, il a une autre délégation. Et Béji Khaled Sebsi, avec le sens de la réplique qu'il avait, il lui a dit « Ne vous en faites pas, vous allez être le prochain président ». L'équipe actuelle autour du président Biden, c'est une équipe qui connaît très bien la Tunisie, parce que c'est la même équipe qui a travaillé un certain nombre de cette équipe ont déjà travaillé avec le président Clinton, puis Obama les a repris, et maintenant Biden les reprend dans des positions importantes dans l'administration américaine. Donc ils connaissent bien la Tunisie et ils connaissent bien l'importance du succès de cette expérience tunisienne, mais malheureusement, on ne sent pas qu'au niveau tunisien, gouvernemental tunisien, comme au niveau de la présidence de la République, il y a une interaction avec cette nouvelle administration américaine qui a beaucoup de sympathie pour la Tunisie, l'administration au niveau de l'administration Biden, mais aussi au niveau du Congrès. Plusieurs congressmen qui occupent des postes très importants au sein du Sénat comme au niveau du Congrès, dont le président de la Commission des Affaires étrangères, ce sont des amis de la Tunisie. À mon avis,
Il faut que les Tunisiens, les officiers tunisiens bougent, il faut qu'ils aillent rencontrer ces responsables américains, leur expliquer malheureusement la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Tunisie, les défis réels auxquels fait face la Tunisie aujourd'hui. Il faut qu'ils bougent et s'ils veulent demander des garanties ou des appuis au niveau du FMI ou bien de la Banque mondiale, il faut d'abord un plan d'action et il faut que notre message soit clair vis-à-vis de ces gens-là. Malheureusement, embourbés dans les problèmes intérieurs tunisiens, des problèmes qui me paraissent futiles, hein, le combat, enfin, si je peux qualifier ça de combat de coq qui se passe chez nous, malheureusement, on n'a pas réservé l'attention nécessaire à cette nouvelle administration qui n'attend, à mon avis, et comme je vous l'ai dit, beaucoup, le ministre des Affaires étrangères actuel, Tony Blinken, c'est un ami de la Tunisie, le secrétaire général de la CIA, c'est Bill Burns, c'est un autre ami de la Tunisie. Tous, ils ont visité notre pays, ils nous connaissent, ils étaient ambassadeurs. Bill Burns était ambassadeur avec moi, nous étions des amis à Moscou. Blinken, il a visité plusieurs fois la Tunisie, et il connaît bien le pays, il a fait une partie de ses études en France. Et donc, il faut que nous, Tunisiens, il faut qu'on bouge, il faut qu'on laisse de côté nos divergences futiles, et il faut qu'on se concentre sur ce qui est essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est comment mobiliser l'appui, continuer à mobiliser l'appui pour la Tunisie. Tout diplomate, son espoir, c'est d'avoir accès à tout le monde. Quand vous êtes nommé dans un pays, vous voulez rencontrer les chefs d'État, les ministres, les PDG, et donc, si vous avez cette chance, vous faites tout pour ne pas la rater, parce que vous devez rapporter. Tous ces contacts sont bien sûr résumés, synthétisés, renvoyés aux capitales. Et donc, c'est très normal de la part des ambassadeurs de solliciter ce genre de contact. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce PDG, ou bien d'autres PDG, ou ces ministres, et il y en a plusieurs, ou bien le président du Parlement lui-même, rencontrent des ambassadeurs étrangers sans consulter ou bien sans aviser le ministère des Affaires étrangères et sans que le ministère des Affaires étrangères délègue un représentant pour assister à ces entretiens. Pourquoi je dis ça? Parce que le message du pays, le message de la Tunisie à l'étranger doit être un message unique, il doit être un message cohérent. Et le seul département capable de donner de la cohérence au message du pays, c'est le ministère des Affaires étrangères. La Constitution est claire. La Constitution stipule dans l'article, je pense, 79, ou 74, que le président de la République, le chef de l'État, il est chargé de définir les orientations de la politique étrangère de la Tunisie. Et donc, c'est une compétence exclusive du chef de l'État. Le ministère des Affaires étrangères est chargé d'exécuter et d'assurer le suivi de cette politique étrangère. Les parlements, les autres institutions de l'État peuvent interagir avec leurs homologues vis-à-vis étrangers, ils doivent le faire, mais ils doivent le faire en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, et ils doivent le faire dans le cadre de l'appui à la politique officielle de l'État tunisien. Encore une fois, les diplomates étrangers profitent de ce genre de situation, parfois que les choses ne sont pas aussi bien organisées, pour essayer de recueillir le maximum d'informations. C'est leur droit. Ils le font librement, personne ne peut les empêcher. Il nous appartient, nous, Tunisiens, en tant qu'État souverain, d'organiser cette relation entre les missions étrangères et les représentants de l'État du pays. Un chef d'État, généralement, ne reçoit pas d'ambassadeur. Les ambassadeurs sont reçus par leurs homologues, les directeurs et les directeurs généraux au ministère des Affaires étrangères. Parfois, quand ils ont des messages très importants de leur ministre, ils sont reçus par le ministre lui-même. Mais le chef de l'État, il est censé avoir des contacts avec ses homologues,
avec les chefs d'État étrangers, avec les hauts responsables étrangers, mais pas avec les ambassadeurs. Briefer les ambassadeurs, ça relève du travail quotidien du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, le chef de l'État, il a vu qu'il était opportun pour lui de briefer ses ambassadeurs de la réalité tunisienne. Bon, ça se fait une fois, mais je ne pense pas que c'est la bonne pratique. Parce que si aujourd'hui les ambassadeurs ont un accès direct au chef de l'État, demain, bien sûr, ils ne vont plus aller voir le ministre. Pourquoi aller voir le second quand on a accès au premier? Et donc, il va de soi que, à mon avis, qu'il faut cesser ce genre de rencontre. Et si M. le Président de la République a des messages à communiquer, il doit informer son ministre, lui dire la substance de ces messages, et c'est le ministre lui-même qui doit le faire avec les ambassadeurs, soit directement lui-même, soit en confiant cette responsabilité à l'un de ses collaborateurs. Le chef de l'État, il peut tout faire. Il a une grande légitimité, il est massivement élu par les Tunisiens, il peut prendre son avion, demander au ministre des Affaires étrangères de lui arranger des entretiens, et il peut rencontrer qui il veut. Et c'est la responsabilité de la diplomatie tunisienne d'assurer à ces rencontres tout le succès nécessaire. Donc le chef de l'État, s'il veut franchement porter la parole et le message de la Tunisie à l'étranger, il a toute la latitude, toute la liberté de le faire, et il a d'autres moyens et d'autres adresses pour le faire. Le Conseil tunisien des relations internationales, c'est un jeune think tank que je viens de créer avec un certain nombre de hauts cadres, anciens hauts cadres de l'État tunisien, dont le Premier ministre Habib Sid, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ahmed Douneis, l'ancien ministre Rafa Ben Achour, Fadel Abdelkafi et d'autres, et surtout d'anciens ambassadeurs et diplomates, des journalistes et des hommes d'affaires. C'est un forum de réflexion, un cadre de réflexion pour penser, réfléchir ensemble sur ce que je venais de vous décrire, les défis auxquels fait face la Tunisie aujourd'hui au niveau de la politique étrangère, comment faire positionner notre pays au niveau régional et international, comment doter la Tunisie des moyens pour qu'elle influe sur le mouvement des changements qui se passent autour de nous. Et donc, c'est un forum pour développer des concepts, proposer des idées à l'État, aux différents décideurs tunisiens, mais aussi à la société civile. Et c'est un forum informel, bien sûr, c'est parce que nous ne représentons pas l'État, donc on a plus de liberté pour discuter de ces questions-là. On n'a pas l'obligation de réserve que les ministres et le chef de l'État ou le Premier ministre ont. Donc on a toute la latitude de réfléchir sur la Tunisie, son positionnement régional et international, mais aussi sur tout ce qui se passe autour de nous, la Méditerranée, l'Europe, la région MENA, les différents conflits qui se passent autour de nous, la Libye. Et il y a un autre axe qu'on voulait bien développer, c'est l'axe économique. Comment aider et soutenir l'économie tunisienne pour faire face à la situation de l'après-Covid au niveau des investissements de partenariats étrangers, mais aussi comment faire promouvoir davantage nos exportations sur de nouveaux marchés, notamment en Afrique. Ce qui est demandé maintenant aujourd'hui à la Tunisie, c'est d'avoir un gouvernement stable, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes maintenant au troisième gouvernement depuis le décès du feu Béji Ghazebsi. Tous les gouvernements qui sont succédés sur la direction du pays, c'était des gouvernements de gestion des affaires courantes. Depuis le 26 juillet 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'était des gouvernements de gestion courante, à part les 2 premiers mois du Premier ministre Farfer, du chef de gouvernement Farfer. Donc, il faut un gouvernement stable. Deuxièmement, il faut avoir une vision. Et stable, ça veut dire que nos interlocuteurs étrangers doivent connaître leurs interlocuteurs, qui doivent rester au moins 2-3 ans pour pouvoir travailler avec eux. Il faut avoir une vision. Et cette vision comporte des réformes. La communauté internationale nous demande des réformes essentielles, des réformes, 5 réformes essentielles. Si vous voulez, je peux vous les évoquer. Ce sont des réformes qui concernent, bien sûr, la caisse de compensation.
Il faut que la compensation et le soutien doivent être destinés aux bénéficiaires, pas aux autres couches. Et il y a des méthodes et des logiciels capables de nous aider à identifier les nécessiteux qui doivent bénéficier de la compensation. Deuxièmement, il faut changer le système, l'environnement économique d'investissement. Il faut que la Tunisie, le pays, soit attractif aux investissements étrangers. Or, malheureusement, aujourd'hui, les lois tunisiennes sont des lois obsolètes et n'encouragent pas l'initiative privée. Troisièmement, au niveau du secteur public, il faut réformer le secteur public. Il ne faut pas dire que non, il y a des points rouges, on ne peut pas les dépasser. Non, tous les dossiers doivent être mis sur place, sur la table de négociation, et il faut fixer un objectif. L'objectif, c'est relancer l'économie et surtout créer des jobs, du travail.